Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour la présentation de l'émission Enjeu qui sera axée sur l'entrée en fonction mardi de Jovenel Moïse comme 58e président de la République d'Haïti. Nos invités, Bernard Crane, coordonnateur du Forum économique du secteur privé, qui parlera des attentes du patronat, le secteur privé qui se dit prêt à coopérer avec les prochaines autorités en vue du développement économique du pays. Notre deuxième invité, l'analyste politique Stanley Lucas, insistera notamment sur le dossier des relations entre Haïti et les États-Unis d'Amérique avec l'arrivée de l'administration de Jovenel Moïse. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Alors, nous avons avec nous M. Bernard Crane, qui est le nouveau coordonnateur du Forum économique du secteur privé. M. Crane, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir Rothschild, merci de me recevoir, c'est un plaisir. Alors Monsieur Crane, justement, vous venez d'être élu comme coordonnateur du Forum économique du secteur privé. Comment ça fonctionne, le Forum économique? Bon, le Forum est un forum, c'est-à-dire se réunissent au forum les principales associations du secteur patronal, telles que la Chambre de commerce, l'ADI, la AMCHAM, la TH, et les chambres franco et d'autres associations telles que la MAR, la PB, et les grands groupes du secteur privé. Je veux parler par exemple de Unibank, Sogebank, et Sina, Moulin d'Haïti, le groupe DK, le groupe Cols, comme il faut. C'est un forum où nous nous réunissons pour discuter et sur des sujets qui sont des sujets d'actualité, ou encore des sujets qui sont des sujets transversaux. Et nous, en général, arrivons à des consensus et prenons des positions de politique publique pour influencer nos autorités, pour les amener à nous gouverner dans le sens qui permettrait le développement économique et le développement social de notre pays. Pour ça, nous avons besoin d'un climat, le climat des affaires, le climat d'investissement, qui soit incitatif et qui permette à ceux qui voudraient entreprendre et faire des affaires en Haïti de le faire dans des conditions qui soient des conditions optimales. Donc c'est ça le forum. Donc il y a eu des élections le 25 janvier et un conseil a été élu et ce conseil s'est réuni le 30 et m'a choisi comme coordonnateur. C'est un honneur d'être le coordonnateur du forum. J'ai été choisi en tant que représentant de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. Alors, le poids, c'est quand même, le forum représente un poids important quand même sur l'échiquier économique. Bon, le poids, c'est le poids des impôts et taxes que nous payons. Nous représentons plus de 80% des recettes fiscales de l'État haïtien. Bon, comme vous pouvez vous l'imaginer, si les principales associations patronales sont présentes au forum, les grands groupes sont présents, ce sont eux qui paient les impôts et taxes, donc il est évident que ça représente un poids au niveau de l'économie du pays. Ensuite, c'est le poids de notre influence, c'est le poids de ce que nous proposons. Si nous arrivons à proposer des politiques publiques qui soient crédibles, qui aillent dans le sens de ce que le pays souhaiterait au niveau de son développement, qui aille dans le sens de la stabilité, de la continuité de l'État, effectivement, nous avons un certain poids. Alors, Bernard Crane, justement, mardi, donc on aura l'installation, l'investiture du nouveau président de la République, Jovenel Moïse, 58e président de la République. Donc, on peut dire que la démocratie, c'est un pas très important pour la démocratie haïtienne. Donc, l'élection et l'investiture de Jovenel Moïse. Il est évident que la stabilité politique est l'un des principaux facteurs
allant dans le sens de l'environnement d'affaires optimal, permettant l'investissement, la création d'emplois et de richesses. Le fait que le processus électoral ait abouti, que nous ayons eu un président élu, que nous ayons eu un parlement complété, que nous ayons eu des collectivités territoriales élues, est un très bon signal pour la stabilité de ce pays. Nous espérons que nos autorités, celles qui ont déjà pris fonction, aussi bien des collectivités que du Parlement et celui qui va prendre fonction le 7 février, arriveront à se mettre ensemble pour gouverner ce pays dans le sens de ce progrès que nous souhaitons tous. Que nous aurons rapidement un Premier ministre avec un gouvernement, fruit de la réunion qui devra se faire entre le président et les présidents des deux chambres, et qu'ils arriveront à dégager les consensus nécessaires pour pouvoir désigner rapidement un Premier ministre, que ce Premier ministre avec le président pourra constituer le gouvernement, et que ce gouvernement pourra se présenter au Parlement pour recevoir l'aval du Parlement lors de sa déclaration de politique générale. C'est extrêmement important que les institutions fonctionnent. Et le fait que nous ayons eu un conseil électoral provisoire avec un gouvernement de transition qui ait pu, avec les fonds de l'État haïtien, organiser des élections qui, aussi controversées soient-elles, aient pu aboutir et nous mettre 16 élus aux rênes du pouvoir de l'État, est une très bonne chose. Ça avance dans le bon sens. Maintenant, naturellement, il va y avoir une période d'observation, je suppose. Et comme dans n'importe quel pays, le président, les 100 premiers jours de la prise du pouvoir vont être très importants. Les signaux qui seront donnés à la société haïtienne, aussi bien au secteur privé des affaires qu'au reste de la société et également à la communauté internationale, détermineront le futur de ce pays. Mais il faut, et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que ce gouvernement, pour que le président élu, M. Jovenel Moïse, ainsi que le gouvernement qu'il constituera avec son Premier ministre, réussissent. Parce que leur réussite sera la réussite du pays. Maintenant, nous sommes en dehors de toute question de politique partisane. Nous souhaitons simplement que ceux qui vont prendre la direction de ce pays le fassent dans les meilleures conditions possibles. Ça va être difficile, parce que nous avons eu, malheureusement, en octobre dernier, le cyclone Matthew qui a ravagé la presqu'île du Sud. Les conséquences de ce cyclone viennent d'être démontrées dans un document qui a été soumis par le gouvernement sortant. Ce sont des conséquences désastreuses. Nous sommes toujours dans les conséquences du tremblement de terre de 2010. Jusqu'à présent, comme tout le monde peut le voir, le palais national n'est pas encore reconstruit. La cathédrale de Port-au-Prince n'est pas encore reconstruite. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles et précaires dans la région de Port-au-Prince et dans d'autres régions du pays. Donc, il y a beaucoup à faire. Maintenant, il faudra que ces nouvelles autorités fixent les priorités. Nous avons peu de revenus, peu de moyens. Nous dépendons beaucoup de la communauté internationale. Près de la moitié, ou sinon plus de la moitié du budget de l'État haïtien est financé par la communauté internationale. Tout ça sont des facteurs qui ne vont pas contribuer à rendre les choses faciles. Cependant, je pense que s'il y a la volonté, s'il y a la compétence, s'il y a la bonne foi, il y a des possibilités. Ce pays est un pays qui offre énormément d'opportunités, il faut les saisir. Effectivement, Jovenel Moïse, le président élu de la République, il va entrer en fonction dans des conditions extrêmement difficiles sur le plan économique. Le pays fait face à vraiment, le gouvernement continue de faire face à une anémie de moyens pour répondre aux attentes de la population. Donc c'est une situation extrêmement compliquée sur le plan économique. C'est vrai, mais je dois dire que le gouvernement sortant a quand même pratiqué une politique financière et fiscale qui a été une bonne politique, dans le sens que le fait qu'ils aient contenu les dépenses de l'État, qu'ils se soient concentrés sur des dépenses productives et que nous ayons eu avec la Banque centrale un contrôle de ces dépenses, qu'il n'y ait pas eu beaucoup de financement de déficit, qu'ils aient utilisé la formule du cash management, a été une bonne chose. Et nous espérons que le gouvernement entrant va trouver des caisses, sinon pleines, mais du moins des caisses qui leur permettront de faire face aux premières dépenses qu'ils ont à faire. Maintenant, il va falloir aller
et lutter contre la contrebande, par exemple, pour pouvoir permettre à l'État haïtien de collecter des impôts qui, pour le moment, des impôts et taxes qui, pour le moment, lui échappent. Vous savez que Petro-Caribé est réduit à une peau de chagrin. Donc, ce sont ces manques à gagner qui se font au niveau de la frontière, en particulier, qui devront constituer le gros des recettes dont l'État haïtien a besoin pour pouvoir répondre aux attentes de la population. Il faudra également faire un choix. Il faudra faire des choix. Ce sont des choix qui sont parfois difficiles parce que, étant donné que tout est à faire, on a tendance à vouloir trop faire. Mais il y a un petit proverbe français qui dit que qui trop embrasse mal étreint. Donc il faut faire des choix, il faut fixer ses priorités et il faut délivrer. Il faut aller jusqu'au bout des programmes, il faut les réussir. Et je pense que le secteur privé est prêt à jouer sa partition. Alors Bernard Kahn, justement, vous avez rencontré Jovenel Moïse, le président élu de la République, qui a eu quand même des rencontres avec plusieurs associations patronales. Quel était son message? Bon, je pense que M. Moïse est un homme du secteur privé. Il a été président d'une chambre de commerce, celle du Nord-Ouest, et il connaît bien les rouages du secteur privé. Nous le connaissons également. Et ça a été des rencontres cordiales, et où les grandes lignes de ce qu'il voudrait entreprendre a été mis sur la table. Ces grandes lignes ont été mises sur la table, et bon, je pense que il va pas y avoir de chambardement, de chamboulement, et on va essayer, avec lui et avec son gouvernement, de mettre en place un climat qui favorise les investissements. Il faut que nous attirions des investissements privés, aussi bien locaux qu'internationaux. Internationaux incluant notre diaspora, qui a des moyens, afin de créer des emplois, de créer de la richesse, de permettre à l'État de collecter des impôts et taxes. La responsabilité fiscale des entreprises est l'une des premières responsabilités qu'ils ont, à part le fait de faire des profits et de pouvoir payer leurs employés, des salaires décents. Mais leur responsabilité est de payer des impôts et taxes de façon à ce que le gouvernement ait les moyens en main pour pouvoir investir dans les infrastructures, investir dans certains programmes sociaux indispensables, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, de façon à ce que la population qui va travailler, nous l'espérons en masse, arrive à faire face à ses besoins. Donc, c'est un programme qui, je pense, est un programme courant au niveau gouvernement et d'investissement. C'est un programme de facilitation et, comme je vous le disais, le secteur privé est prêt à marcher dans un programme pareil. Alors, Jovenel Moïse, il insiste beaucoup sur la question de la production nationale, il met beaucoup l'accent sur la question de l'agriculture. Vous pensez que vraiment, il faut passer par là, Bernard Kahn? Bon, écoutez, l'agriculture représente un peu plus de 20% de notre produit intérieur brut. Il est évident que c'est un morceau très important. C'est un secteur d'économie qui a été relativement négligé durant le passé. C'est un secteur qui est peu productif, peu efficient. Et il faut augmenter sa productivité, il faut augmenter son efficience de façon à ce qu'il soit compétitif. C'est un secteur qui fait face à une compétition en provenance, en particulier de notre voisin, qui fait face à une compétition en provenance des États-Unis. Par exemple, le riz, en majorité, est importé des États-Unis. Mais nous avons quand même plus de 30 000 hectares emblavés en riz qui seraient capables de produire, si on augmente la productivité par hectare, si on augmente l'efficience de nos agriculteurs, ils pourraient produire facilement 250 000 tonnes de riz. Et si ce riz est traité correctement et que le pourcentage d'humidité et que le pourcentage de riz brisé est réduit, ce riz peut faire compétition au riz qui nous vient de l'étranger. Et ceci permettra non seulement d'augmenter les revenus des 30 000 familles qui vivent de ce riz, mais permettra également à l'État haïtien de faire des économies de sortie de devises. Et ces devises pourraient être utilisées ailleurs. Donc, nous pensons qu'il y a une priorité, effectivement, au niveau de l'agriculture. J'ai donné le riz comme exemple, mais il y a beaucoup d'autres céréales qui sont importantes, telles que le maïs. Il faut produire plus de légumes, il faut arriver à développer l'élevage. Donc, effectivement, M. Moïse avait fait partie d'une commission de compétitivité qui avait produit un rapport. Et dans le cadre de ce rapport, l'agriculture avait été identifié comme l'un des secteurs prioritaires. Donc, c'est un secteur dans lequel il va falloir beaucoup investir.
Alors, est-ce qu'au niveau du secteur privé, vous seriez prêt quand même à investir dans le secteur agricole, à consentir des investissements importants dans le secteur agricole? Je sais que toujours qu'il y a ce problème d'assurance qui a posé, etc. Comment, selon vous, on pourrait y arriver, Bernard Cohen? Bon, je pense que il y a déjà des efforts qui se font au niveau de la BRH pour pouvoir mettre à la disposition des éventuels investisseurs et des investisseurs existants des fonds à des taux intéressants, des taux d'intérêt intéressants et sur des périodes suffisamment longues, parce que ce sont des investissements effectivement risqués. Le problème d'assurance est un problème réel, surtout que nous vivons dans un pays qui se trouve dans le couloir des ouragans, et il y a des possibilités que des récoltes soient détruites par des ouragans. Donc il faut qu'il y ait des assurances. Mais l'un des problèmes principaux sur lesquels nous allons devoir nous pencher, c'est le problème foncier. Parce qu'il va falloir résoudre ce problème avant que les investissements massifs sur de grandes surfaces se fassent dans l'agriculture. Pour faire des économies d'échelle, il va falloir regrouper les petites parcelles sans pour autant que les propriétaires perdent leur droit de propriété. Au contraire, ils continueront à être propriétaires, mais il va falloir les regrouper de façon à ce qu'ils puissent mettre leurs efforts ensemble, non pour l'achat d'équipements, pour que ces équipements soient utilisés de façon plus efficiente, pour les investissements qu'il faudra faire au niveau par exemple, des canaux d'irrigation, pour les investissements qu'il faudra faire au niveau de la transformation, il faudra mieux stocker pour diminuer les pertes, il faudra également mieux transporter pour diminuer les pertes. Donc tout ça, ce sont des investissements qui ne se feront que lorsque nous aurons un système foncier et cadastral qui donne des garanties aux propriétaires que l'investissement qu'ils feront, ils ne le perdront pas parce qu'il y a des conflits terriens. Donc ceci est l'un des principaux problèmes qu'il faudra résoudre pour pouvoir permettre vraiment une augmentation des investissements au niveau de l'agriculture avec comme résultat un meilleur rendement, une meilleure productivité et des produits de qualité à des prix abordables. Parce que le problème foncier est aujourd'hui un problème très sérieux. Oui, la propriété de la terre, la propriété privée est l'un des principaux facteurs d'une économie de marché optimale. Et tout autant que nous n'aurons pas résolu ce problème en Haïti, il y aura toujours des réticences à faire des investissements sur le long terme. La majorité des investissements se feront dans le commerce, dans les services qui ne demandent pas de risque foncier. Et tous les investissements à caractère industriel, tous les investissements à caractère touristique, tous les investissements qui sont dans le domaine agricole demandent des investissements sur la propriété. Et pour ça, il faut résoudre le problème foncier. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure de la question de la contrebande, parce que si on veut vraiment développer la production nationale, il faut exercer un certain contrôle au niveau de la frontière, parce que la contrebande, ça nous fait perdre énormément d'argent par an, Bernard Cohen. Oui, non seulement il faut résoudre le problème de la frontière. Le problème de la frontière ne concerne pas uniquement la contrebande. Il concerne la contrebande, il concerne le trafic des personnes, il concerne d'autres trafics illicites qui se font et qui mettent en danger l'État haïtien ainsi que l'État dominicain, entre autres. Les populations qui vivent sur la frontière sont des populations qui ont été négligées, donc il va falloir qu'on travaille avec elles pour augmenter leurs emplois, pour qu'elles aient accès à des emplois permanents qui leur permettent de générer des revenus prévisibles. Mais il faut contrôler la frontière de façon physique. Il faut améliorer les postes frontaliers. Il faut doter ces postes frontaliers d'infrastructures qui soient capables de recevoir les différents services qui se trouvent dans ces postes. Je ne veux pas seulement parler de la douane, je veux parler de l'immigration, je veux parler de la police, je veux parler du ministère de l'Agriculture qui effectue les contrôles phytosanitaires, du ministère de la Santé publique. Toutes ces agences qui se trouvent dans ces postes doivent être logées correctement dans des locaux qui leur permettent de rendre les services qu'elles doivent rendre à la population. Mais ensuite, il y a les 350 km de frontières qui doivent être contrôlés. Il faut qu'on mette les moyens pour s'assurer que ceux qui rentrent en Haïti rentrent dans des conditions légales, aussi bien les marchandises que les personnes. Et il faut s'assurer également que ceux qui sortent d'Haïti sortent dans des conditions normales et légales. Donc, la frontière est une priorité, c'est l'une des principales priorités
Sur la frontière, selon les estimations que nous avons faites, il y a plus de 11 milliards de gourdes de manque à gagner, de recettes qu'aurait pu faire l'État qu'il ne fait pas. Mais il n'y a pas seulement la frontière. Il y a également les ports. Il faut contrôler les ports. Il faut qu'il y ait des ports qui soient ouverts au commerce extérieur, mais qui soient munis d'infrastructures permettant que le commerce extérieur se fasse dans de bonnes conditions. Je ne veux pas parler seulement du port de Port-au-Prince, je veux parler du port du Cap-Haïtien, je veux parler du port de Port-de-Paix, je veux parler du port de Miragouane, qui sont par exemple des ports où se pratique le commerce extérieur. Il faut aussi contrôler les différents aéroports de ce pays et tout ce qui peut être utilisé comme piste d'atterrissage pour que non seulement la contrebande, mais les trafics illicites ne s'y pratiquent pas. Donc, il y a des investissements à faire. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura des choix de priorité à faire, parce que l'État haïtien n'est pas un État très riche, et c'est même un État pauvre. Il faut augmenter la pression fiscale, qui actuellement n'est que de 12 ou 13% du produit intérieur brut. C'est nettement insuffisant. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, et j'espère que les nouvelles autorités se doteront des moyens, d'abord en personnel, de qualité, que ce soit, je parle aussi bien du ministre, que du directeur général, que du directeur technique. Ce doivent être des gens qui ont les capacités, qui ont les compétences, mais qui ont également la volonté de faire leur travail et de ne pas répondre au chant des sirènes. Alors, justement, pour revenir sur la question de la contrebande, donc c'est important aussi pour la compétitivité. Donc, il faut, je veux dire, on va pas se lancer dans un protectionnisme, mais il faut quand même protéger les industries locales. Bon, écoutez, la protection du tarif ne fonctionne que lorsque les agences telles que la douane, la Direction générale des impôts font leur travail. Si on augmente les taxes, on augmente les impôts et que les agences ne sont pas capables de collecter, ce n'est qu'un incitatif de plus à la contrebande. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que oui, il y a certains secteurs qu'il va falloir protéger, particulièrement l'agriculture. Il y a d'autres secteurs qui n'ont pas besoin de tellement de protection, qui sont capables d'être compétitifs sans une protection excessive. De toute façon, nous faisons partie d'un accord régional qui est le CARICOM. Et dans le CARICOM, il y a ce qu'on appelle le tarif extérieur commun, qui est un tarif auquel tous les pays qui ont adhéré au CARICOM ont accepté de participer. Donc, ce tarif extérieur commun n'a pas encore été voté au niveau d'Haïti. Il faudra qu'il le soit. Nous avons un statut qui est le statut de pays moins avancé de la région, qui nous donne la possibilité de taxer à des taux plus élevés que certains autres pays de la région. Et sur des périodes plus longues, nous pouvons prendre des moratoires sur des périodes assez longues pour interdire que certains produits ne rentrent dans le pays à des taux faibles. Donc il va falloir le faire. C'est pas une question de protectionnisme uniquement, c'est une question d'incitation pour que les investisseurs locaux et les étrangers qui voudraient investir dans les secteurs trouvent des avantages à investir dans ces secteurs, qu'ils créent des emplois, qu'ils desservent la population dans des conditions acceptables, avec des produits. Naturellement, il faudra contrôler la qualité de ces produits, il faudra s'assurer qu'ils soient vendus dans des conditions normales. Mais effectivement, il faut fomenter, il faut inciter la production nationale, et le tarif et les droits de douane sont un des facteurs qui peut inciter effectivement à investir. Mais c'est pas le seul. Alors, il y a aussi le secteur de l'assemblage. Bien sûr, on peut pas développer un pays avec l'assemblage, mais je veux dire, c'est une rampe de lancement. Donc, on peut commencer avec l'assemblage pour atteindre d'autres secteurs. Et je sais que le président élu de la République l'a rencontré, l'a dit, et la question a été évoquée. Bon, effectivement, l'ADI fait un excellent travail depuis plus d'une dizaine d'années. Grâce à l'ADI, nous avons pu avoir une loi votée au niveau du Congrès américain, qui est la loi HOPE, qu'ils appellent maintenant Hope Help, après le tremblement de terre, et qui a été prolongée pour encore quelques années, et qui donne des avantages extraordinaires aux produits fabriqués en Haïti et vendus sur le territoire américain. Il y a des possibilités de création de milliers d'emplois. Pour le moment, il y en a un peu moins de 40 000, mais les possibilités dépassent les 200 000. Donc, notre population a besoin de travailler. Vous avez raison, ce n'est certainement pas le secteur le plus intéressant, dans le sens que on vend surtout de la main-d'œuvre.
il n'y a pas une valeur ajoutée extraordinaire au niveau de l'assemblage. Cependant, ce sont des emplois qui permettent aux familles de vivre, qui permettent de créer de la richesse dans le pays, et il faudra que nous fixions nos priorités. C'est une des priorités qu'avait identifié la Commission de compétitivité. Donc, je crois que il faudra continuer le travail dans ce sens-là et essayer de créer les parcs industriels, de les construire pour pouvoir recevoir les investisseurs aussi bien haïtiens qu'étrangers qui veulent investir dans ce domaine. Et de plus, le fait que M. Trump, arrivant à la présidence des États-Unis, a décidé de ne pas adhérer au TPP, l'accord transpacifique, fait que certains pays qui sont eux également producteurs de textiles, par exemple, ne pourront pas avoir les mêmes avantages auxquels Haïti a droit. Donc ça ouvre une porte de plus pour Haïti et pour pouvoir produire plus. Donc nous devrions regarder ceci avec les yeux grands ouverts et nous assurer que nous offrons les conditions les meilleures pour que les investisseurs viennent et créent ces emplois en Haïti. Alors, pour revenir sur la question de la production nationale, il y a le secteur agroalimentaire qui est un secteur, il y a plein d'opportunités dans ce secteur, Bernard Crane. Oui, effectivement, si on développe une agriculture de production et qu'on produise du riz, qu'on produise des légumes, qu'on produise de l'élevage, des bœufs, des porcs, des poulets, etc., il y aura des possibilités au niveau de la transformation qui feront que le secteur agroalimentaire passera d'un secteur primaire à un secteur secondaire et nous pourrons faire compétition à des produits importés parce que il est évident que si la matière première est produite localement, qu'il n'y a pas les coûts de transport, qu'il n'y a pas les droits de douane, ça rendra le produit transformé en Haïti plus compétitif, même si les conditions de transformation en Haïti ne sont pas les meilleures à cause du coût de l'électricité, par exemple. Le fait que l'électricité soit si chère en Haïti rend la transformation un peu plus chère qu'elle ne l'est, par exemple, en République dominicaine ou bien dans des pays comme les États-Unis qui sont à des niveaux d'électrification beaucoup plus développés que nous et qui ont également des coûts au kilowatt beaucoup plus faibles que le nôtre. Mais si nous pouvons produire la matière première localement, si nous arrivons en plus à éviter les coûts de transport, je suis sûr que nous arrivons à avoir une valeur ajoutée intéressante et que le produit sera compétitif. Maintenant, il faudra le faire tout en peut-être pas en protégeant avec des tarifs, c'est peut-être pas nécessaire. La monnaie est un facteur important. Si nous avons une monnaie qui est bien évaluée, qui n'est pas surévaluée, ce sera un facteur également qui permettra de rendre nos produits plus compétitifs, mais il faudra le faire de façon prévisible. Il ne faudra pas subir des dépréciations qui soient brusques, qui soient des facteurs de déstabilisation du marché. Il faudra que l'État, gouvernement et Banque centrale prévoient et nous fassent savoir ce qu'ils pensent sera la dépréciation pour les années à venir. Et c'est comme ça seulement que nous pourrons, nous, prendre des décisions d'investissement qui soient des décisions rationnelles. Alors, durant toute sa campagne électorale, Jovenel Moïse, le président de la République, il a reconnu que la question de l'énergie représente un frein au développement. Alors, comment résoudre ce problème? Est-ce que, au niveau du secteur privé, il y a des pistes de solutions, Bernard Crane? Bon, nous avons travaillé sur un agenda socio-économique au niveau du forum. Cet agenda a été produit l'année dernière, il est prêt depuis le mois d'août, et ceci en prévision de l'arrivée de nouvelles autorités. Cet agenda devrait être notre base de travail avec les autorités, aussi bien de l'exécutif que du législatif que des collectivités. La question énergétique est l'une des questions clés de cet agenda. Il y a des propositions, il y a des commissions du secteur privé qui ont travaillé sur ces propositions. Il y a des projets de loi qui devront être votés. Par exemple, sur la question du monopole de l'EDH, il faudra que ce monopole soit levé. Sur les questions concernant la distribution, sur les questions concernant naturellement la production, il faudra faire des choix au niveau de quel type de production. Est-ce qu'on va continuer avec des productions d'usines thermiques? Est-ce qu'on va aller vers des énergies renouvelables? Les énergies renouvelables, comme le savent la plupart de vos auditeurs, sont des énergies qui coûtent à la production moins cher, mais l'investissement lui-même qui doit être fait est beaucoup plus élevé que pour les énergies thermiques, les énergies qui utilisent des moteurs. Donc, il va falloir faire des choix. Et nous sommes partisans des partenariats publics-privés. Nous sommes partisans de réseaux qui couvrent le pays en entier. Il est évident qu'avec 200 mégawatts de production,
nous n'arrivons pas à développer ce pays. La République dominicaine qui est à côté, qui a une population similaire à la nôtre, a 10 fois plus que ça au niveau production. Et ce n'est pas suffisant. Ils ont eux aussi des problèmes d'arrêt et de coupure d'électricité. Mais il est évident que si nous faisons des choix rationnels, si les monopoles sont levés, à ce moment-là, il y aura les possibilités d'avoir une production meilleur marché, d'avoir une distribution plus efficace. Les pertes qui sont actuellement enregistrées par l'EDH, qui vont jusqu'à 60% de la production, seront réduites et on pourra offrir à la population une électricité de meilleure qualité à un tarif plus adéquat pour favoriser le développement du pays. Donc vous comptez travailler avec le nouveau président de la République sur ce dossier important, véritable chantier, le secteur énergétique. Effectivement, dès la prise de pouvoir du président, le forum lui présentera l'agenda. Et l'agenda est en phase de validation par les différents secteurs de notre secteur privé. Je veux parler des associations en particulier, pas les grands groupes, mais surtout les associations. Il y a un travail qui a été fait en amont où nous avons rencontré les grands groupes, nous avons rencontré les associations, mais le document final doit être validé. Ça se fait au niveau des différentes chambres régionales, ça se fait au niveau des différentes associations patronales, et nous devrions être en mesure de présenter ce document dès le mois de mars. Et j'espère qu'à ce moment-là, il y aura un Premier ministre désigné et espérons le ratifier avec un gouvernement qui aura reçu l'aval du Parlement. Et nous comptons le présenter également aux deux chambres, parce qu'il y a des lois qui devront être votées et des lois qui devront être révisées, il y en a de nouvelles, il y a des conventions qui devront être ratifiées. Nous comptons en discuter également avec les collectivités, parce qu'il y a des questions qui sont de caractère régional et local ou communal, qui devront être discutées avec les collectivités, qui devront avoir une participation à la prise de décision concernant leur commune. Donc ceci est un travail de longue haleine. C'est une année, l'année 2017, qui va être une année de révision, de préparation de plans, de mise en place de certains plans, de révision des lois. Donc il va falloir beaucoup travailler. Donc ce plan que vous allez présenter au président de la République, donc ça tient compte de la question de la décentralisation, les régions. Il faut penser aussi aux régions. Donc vous allez parler un petit peu des secteurs porteurs. Nous allons parler des secteurs porteurs. Nous n'avons pas travaillé sur la décentralisation en tant que telle. Nous avons travaillé sur les projets de loi qui peuvent faciliter la mise en place, l'instauration d'un climat d'affaires, qui soit un climat d'affaires incitatif, favorisant l'investissement, favorisant la création d'emplois, la création de richesses. Maintenant, la décentralisation n'a pas été notre focus particulier. Nous avons travaillé sur les conventions, nous avons travaillé sur les lois, nous avons travaillé sur nos relations avec la République dominicaine, nous avons travaillé sur les relations de travail. Il est important que les employés qui font partie de nos entreprises se sentent à l'aise. Il est important que le dialogue soit instauré entre ces employés et leurs représentants syndicaux et nous, de façon à ce que nous puissions prendre des décisions qui également leur conviennent. Nous avons travaillé sur les questions fiscales. Il est important que les entreprises soient conscientes de leurs responsabilités et qu'elles paient leurs impôts et taxes. Ce sont ces questions-là qui sont pour nous prioritaires et qui devraient permettre au gouvernement de prendre des décisions. Nous n'allons rien imposer à qui que ce soit, nous allons discuter, nous allons entamer un dialogue et nous espérons que ça permettra à nos autorités de prendre les bonnes décisions. Alors Bernard Cohen, quand même, pour avancer, il faut la stabilité politique. Le président élu de la République, il se présente comme un rassembleur, donc je pense que c'est bon signe, le fait qu'il souhaite vraiment travailler avec tout le monde pour faire avancer le pays sur le chemin du développement économique et social. Bon, effectivement, le modèle et le système politique que nous avons est un système qui est basé sur d'abord des partis politiques. Et nous espérons, malheureusement, durant ces 20 dernières années, la plupart des grands partis se sont désagrégés, ils ont disparu. Donc c'est un système qui, basé sur des partis, ne fonctionne pas à partir de partis politiques, et c'est ce que nous voyons au Parlement. C'est de là les difficultés à prendre des décisions, à constituer des majorités et à permettre à un gouvernement de fonctionner et de faire avancer les choses. Nous espérons d'abord que les différents regroupements politiques qui existent se constitueront en partis.
et que le personnel politique soit un personnel formé et qui soit un personnel qui pourra évoluer en commençant par la participation au CASEC, aux ASEC, etc., jusqu'à arriver au Parlement et à l'exécutif. Nous espérons également qu'il y aura un effort particulier qui sera mis sur le système judiciaire. Parce qu'on parlait de conflits terriens à un moment. Les conflits doivent se résoudre au tribunal, pas dans la rue. Pour ça, il faut qu'il y ait un système judiciaire qui fonctionne avec des juges compétents au-dessus de tout soupçon, qui soient capables de rendre des décisions de justice en fonction de la loi, pas en fonction des intérêts. Et il faudra également que nous ayons un système électoral qui soit efficace. Le système électoral actuel, il a fonctionné, heureusement, nous avons eu un CEP qui a pu le faire fonctionner, mais il est inefficace. Le temps qu'on prend pour donner des résultats préliminaires, ensuite pour que ces résultats préliminaires fassent l'objet de contestation, etc., pour que nous ayons des résultats finaux, c'est trop long. Il faut que nous ayons un système, je ne sais pas si c'est le système électronique, je ne suis pas un spécialiste en question électorale, mais il faut qu'on trouve une formule qui permette que, comme dans n'importe quel pays du monde, le jour des élections, dans la soirée, on sache qui est président. Et s'il y a une période de contestation, il faut qu'elle soit suffisamment courte pour que la décision finale soit, s'il faut un deuxième tour, qu'il ait lieu, et que la décision finale soit rendue le plus rapidement possible pour que le pays puisse continuer à fonctionner. On a l'impression que tout est mis en attente durant le processus électoral. Et ceci n'est pas possible. Parce que si un processus électoral dure 6 mois, 3 mois, c'est trop. Il faudrait que ça ne dure pas plus de 2 mois si on doit avoir un deuxième tour. Donc toutes ces questions sont les questions qu'il faudra débattre, il faudra trouver des solutions. On n'a pas à réinventer la roue. Des solutions ont déjà été trouvées ailleurs et elles fonctionnent. Donc il faudra regarder ce que font les autres et essayer d'adapter ces solutions aux réalités de notre pays. Alors pour terminer, quel message vous pourriez peut-être lancer à l'endroit du prochain président de la République et aussi la classe politique, parce que ça c'est important pour la stabilité. Il faut un climat acceptable pour favoriser les investissements. Moi je crois qu'il faut être positif d'abord. Il y a de bonnes choses qui se sont faites durant ces derniers 14-15 mois. Il y a eu un processus électoral qui a abouti, c'est excellent. Il y a une situation économique difficile, mais qui a été plus ou moins mise sous contrôle par le ministère des Finances, par la Banque centrale et par le gouvernement général, qui a permis qu'elle ne dégénère pas trop, malgré la situation créée par le cyclone Mathieu. Il y a des populations qui ont des difficultés auxquelles il va falloir répondre, mais pour ça, il y a des plans qui ont été préparés. Il faudra que le nouveau gouvernement regarde ces plans et voir s'ils correspondent à sa vision et sinon qu'il les adapte à la sienne, à sa vision, mais tout en discutant avec les communautés et les citoyens qui vont bénéficier de ces plans. Il faudra que, avec optimisme, le secteur privé prenne ses responsabilités, qu'il investisse son argent, qu'il paie ses impôts, tout en mettant la pression pour que les problèmes auxquels il fait face, tels que, par exemple, le problème foncier, soient au fur et à mesure résolus. Pour que l'État haïtien mette les bouchées doubles au niveau du système judiciaire pour que ce système fonctionne mieux et soit capable de résoudre les conflits lorsque les conflits atterrissent devant les tribunaux. Il faudra que nous ayons un système de sécurité qui fonctionne. Je parle de sécurité publique, en général, avec une police mieux équipée, qui soit capable de protéger et servir comme c'est son devoir, parce que, comme vous le savez, la MINUSTAH n'est pas là, elle ne va pas rester indéfiniment dans le pays. D'ailleurs, il faut qu'elle parte. Il faut que nous retrouvions notre souveraineté. Donc, nous sommes optimistes, avec, comme disent les Américains, cautiously optimistic. Avec certaines réserves, c'est normal. La situation que nous avons devant nous n'est pas une situation optimale. Cependant, nous pensons qu'avec l'arrivée de ce nouveau président, de nouveau gouvernement, de ce Parlement, de nos collectivités, avec une société ayant en son sein un secteur privé motivé, organisé, nous pouvons faire face aux problèmes qui sont les nôtres et nous pouvons les résoudre. Alors, merci beaucoup, Bernard Kahn, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Forum économique du secteur privé. Merci beaucoup.
Merci Rothschild, merci de l'invitation et je salue vos éditeurs. Alors, comme nous connaissons mardi qui venu là, ici par le nouveau président, la personne de Jovenel Moïse qui parle devenu 58e président de la République. Et pour nous parler de tout ça, nous allons parler de situation aux États-Unis tout avec le président Donald Trump. Nous avons en ligne l'analyste politique Stanley Lucas. Monsieur Lucas, bonsoir et bienvenue à l'émission En Jeu. Bonsoir Rothschild, bonsoir à toute l'équipe de RFM Haïti et nous saluons les auditeurs de l'intérieur et de la diaspora. Alors, Stanley Lucas, comme on dit dans tout début interview, c'est que mardi qu'a venu là, donc le 7 février, par le entré en fonction du 58e président de la République, Jovenel Moïse, qui est issu quand même d'élections, qui était en pile tête chargée, mais finalement, donc CEP a proclamé résultat et Jovenel Moïse pas l'installer. Donc, pour eux-mêmes, c'est pas quand même très important pour la démocratie. Bon, et effectivement, après une élection qui durait presque 2 ans et 4 tours, finalement, le pays d'Haïti a un président. Et c'est M. Jovenel Moïse qui a prêté serment comme 58e président d'Haïti. Donc, son célébration de la démocratie que ça représentait, même gens ici aux États-Unis, dans la prestation de serment que le président américain a fait 20 janvier, Donald Trump, il y a des gens qui étaient opposés à lui-même, Mme Clinton et Bill Clinton, ancien président des États-Unis. Il y a Barack Obama, il y a le président Jimmy Carter, il y a l'ancien président Bush 43, ou est tout ancien président, adversaire politique, tout le monde était chita pour faire célébration de la démocratie. On voit que dans ce sens, le pays d'Haïti doit commencer à établir culture démocratique ça. Côté lorsqu'on saute dans l'élection, c'est le pays d'abord. Monde qui perdu, vin chita, même genre monde qui gagne, il y a pas regarder sorti 2017 pour arriver 2022, qui gens que pays a dirigé économiquement, socialement et politiquement pour une meilleure vie pour le peuple haïtien. Alors, un point important aussi, c'est que nous avons dit que avec l'installation président élu Jovenel Moïse mardi qu'a venu là, l'institution a pratiquement pris place parce que le Parlement a pratiquement fini complété et au Palgon président élu démocratiquement dans le Palais national. Bon, c'est pas seulement ça. C'est la première fois depuis 30 ans que tout personnel politique de l'État pays d'Haïti va l'installer. Parce que finalement, nous faisons élection locale, qui va permettre que l'Assemblée municipale, Assemblée départementale, Conseil départemental et interdépartemental va en place. L'institution, ça va jouer un rôle dans la nomination juge. Et chaque département va avoir une capacité pour désigner un représentant avec rang de ministre capable d'assister dans le conseil des ministres et représenter le département par eux. Donc, pour moi-même, c'est une grosse étape dans la construction de la vie démocratique du pays d'Haïti. Et c'est pour ça que je crois que 7 février, il y a une célébration de la démocratie qui permet que tout personnel politique que la Constitution prévoit, il commence à prendre place dans le pays. Alors, ça, les concernant justement investiture président élu Jovenel Moïse mardi, donc quand même on t'a souhaité que, notamment candidat malheureux, élection présent dans le cadre de cérémonie ça, si vous arrivez invité. Bon, nous connaissons que il y a des candidats à la présidence qui eux-mêmes y a toujours campé loin, et parce que eux-mêmes c'est toujours l'ombrite qui a gardé et ils n'ont pas respecté les principes démocratiques. Et regardez par exemple un candidat dans coup Moïse Jean-Charles, parti politique Petite Dessaline sorti en note pour reconnaître la victoire de Jovenel Moïse. Pour moun qui besoin garder copie note ça, yo kal sous compte Twitter moi @Stanley Lucas 01 ou @commercial Stanley Lucas 01 ou sous page Facebook moi. En moins de 24 heures, Moïse Jean-Charles lui-même non l'autre note il réagit côté il pas d'accord. Ça montre que, en matière de culture de démocratie, Moïse Jean-Charles gagne pile pour la prendre toujours. Alors, Stanley Lucas, nous connaissons que c'est extrêmement important pour la stabilité, la façon que vous pouvez gouverner pour capable réussir. Et nous voyons que dans toute déclaration qu'il fait, Jovenel Moïse fait connaître que là pour président rassembleur. Et donc, même, qui opinion de ça? Bon, pour moi-même, son bon bagage que le président élu
dit que livrer un président et rassembleur sont bagaille qui est important pour la société, mais en même temps, tout, élection 20 novembre et élection 29 janvier, voyons un message très clair. Message et leçon que nous voulons tirer dans l'élection 20 novembre et 29 janvier, approche de gestion anarcho-populiste de l'État, peuple a rejeté. Ou après que, par exemple, tout sénateur qui a bloqué le pays pendant 5 ans qui sont passés, ils ont tout perdu l'élection. Ça, mon qui perd l'élection, doit aller faire une retraite en séminaire interne. Même gens démocrates qui perdent l'élection aux États-Unis, il a fait séminaire pour qui ça a perdu. Mon anarcho-populiste qui perd l'élection 20 novembre et 29 janvier, yo doit faire un séminaire interne pour garder pour qui ça a perdu et qui gens pour recalibrer dans gens a pas agi pendant 5 ans à venir. Bien entendu, bon série de partis politiques, à leader politique qui pas fait exercice ça pour identifier pour qui ça a perdu parce que immédiatement que yo entré en dans parti politique par yo pour aller faire exercice pour identifier pour qui ça a perdu de l'élection qui se passée yo moun qui nan base parti là pour identifier et ouais responsabilité que yo gagne dans ces parti a perdu donc parti a obligé mettre moun ça de côté venir avec leader tout là. Aux États-Unis, ils ont fait ça. Ils mettent les Clinton de côté, parti démocrate là, ils des moun tout là. Est-ce que je ne dis pas dans le parti politique qui perd dans le pays d'Haïti, dans l'OPL, dans la famille Lavalas, dans la petite Dessalines, dans la paix, est-ce qu'il y a bien courage de faire exercice ça pour qui ça a perdu? Mettez les leaders qui fait perdu de côté, venez avec un leadership politique tout neuf et une nouvelle vision pour la société. Dans 6 mois là, nous allons regarder s'il y a bien courage de faire ça. Alors, nous connaissons que question de stabilité qui est extrêmement important. Et selon même qui ça, Jovenel Moïse capable de faire pour réussir et maintenir un climat de stabilité politique dans le pays en Stanley Lucas? Premier dossier, c'est un dossier économique. Il ne faut pas oublier que nous avons perdu 14 milliards de dollars américains en 20 secondes le 12 janvier 2010. Et depuis 2013, à cause de manifestations violentes que Mopod, Petite Dessalines, avec Lavalas dans le pays, reconstruction en campé et les gens qui veulent investir dans le pays d'Haïti. Là où est violence qui a fait dans le pays, dans le domaine tourisme, agro-industrie, agriculture, infrastructure, construction que nous avons investi, nous avons campé peut-être ça. Les privés montés le 14 février 2016, il n'a jamais parlé de reconstruction pays. Donc, l'on vient mettre sous ça qu'on économie qui marche au ralenti. Et puis, dans l'été qui se passe là, à cause de cyclone Mathieu, nous perdions 3 milliards de dollars américains. Et avec le rapport Banque mondiale qui fait sortir là, en janvier, dans le mois qui se passe là, qui dit que croissance économique en 2016 a négatif à 0,6%, aujourd'hui, on rend nous compte que le premier dossier prioritaire pour 2017, c'est le dossier économique. Donc, si M. Vlé, en tant que 58e président d'Haïti, gain stabilité politique, il faut regarder qui gens pour relancer l'économie, parce que pour retirer la misère dans le pays, dans le pays d'Haïti, il faut une croissance économique qui varie entre 7 et 20%. Et d'après le rapport Banque mondiale, là, la négatif, pour les gens qui besoin de copier le rapport, ça, depuis à sous compte Twitter, moi, à @standeluca01, ou à commercial standeluca01, ou sous page Facebook, il y a besoin de copier. Mais inviter tout jeune YouTube à regarder le rapport préliminaire, cyclone Mathieu, qui vient 115 pages là-dedans, qui montrait qu'ils ont perdu 3 milliards de dollars américains. Ça veut dire nous faire des fêtes dans l'agriculture, dans l'infrastructure, dans le tourisme. Par exemple, on vit dans pour salut, sur 27 hôtels que vous gagnez, vous perdu à peu près 25 dégâts dans le domaine du tourisme, évalués à 40 et 50 millions de dollars américains. Dans l'agriculture, dégâts entre 800 et 850 millions de dollars américains, l'offre infrastructure agricole, jardin qui crasé, et récolte café et cacao que nous perdons pour 2016 et 2017. Si nous commençons à travailler en 2018, nous allons récolter café et cacao. Le premier défi pour Jovenel Moïse, pour 2017, c'est un défi économique que lui. Donc, mis à part la question de l'économie, justement pour maintenir une certaine stabilité en Haïti, et qui ça pour Jovenel Moïse t'a fait selon même, est-ce que il doit chercher joindre notamment opposition, etc., comment on va fonctionner avec le Parlement? Ça, c'est des dossiers extrêmement importants aussi. Bon, c'est sûr que
contrairement à prédécesseur Lio, et Jovenel Moïse comme président, il gagne en majorité, pas contre s'il absolu ou relatif, même quand dans la Chambre des députés, il absolu, et c'est 64 députés, et qui facilitent lui et au niveau de l'agenda législatif. Au niveau élection sénatoriale, comme il fait des résultats sénatoriaux sur 8 sénateurs, PHTK avec alliés, il gagne 7. Donc, on va regarder quel type de coalition que va monter dans le Sénat. Dans la mesure que une coalition est majoritaire dans les deux chambres, la facilité agenda économique que l'établit. Donc, d'ici probablement mercredi, jeudi, on a déjà connaît qui nous le choisi comme Premier ministre. Ça va un signal de la stabilité politique. Parce que le plus tôt qu'on met ton Premier ministre avec un gouvernement, ou montrer à qui pour son pays qui est sérieux, qui va l'orienter pour travail dans la résolution des problèmes économiques et sociaux que le pays a gagné. Donc, pour moi-même, signal qui a important, c'est entre mercredi et jeudi, la prêter serment mardi, probablement au plus tard vendredi, pour que le Premier ministre a déjà désigné, là, bon signal pour les bailleurs de fonds au niveau international et partenaires étrangers nous, qui vont gros support budget national là. Et nous connaissons pour les affaires Premier ministre que le président choisit premier Premier ministre là, il est presque toujours tombé au niveau du Parlement. Bon, fois ça qu'on et gon certaine majorité que le président élu qui va le président mardi bénéficier dans les deux chambres. Donc question c'est profil de premier ministre là en fonction de priorité qu'il gagne pour 2017. Moi-même, l'aime garder situation pays et prochain premier ministre là ta doué gagner des connaissances dans le domaine économique, faut le doué gagner des connaissances dans le domaine agriculture, là où est dégâts que cyclone Mathieu fait dans le domaine agricole dans 5 départements géographiques et pour agriculture dans l'économie pays pour son monde qui a une connaissance de aide internationale là comment pour structurer parce que il y a des pays qui ont nous cob ou des organisations internationales qui ont nous cob mais majorité cob que bail pour pays d'Haïti à 98% c'est des ONG, des contracteurs étrangers qui fait gavotte avec lui. Donc, faut que le Premier ministre, avec le ministre qui va accompagner lui, une capacité de restructurer l'aide étrangère pour Haïti. Bien entendu, il faut que son Premier ministre ait une capacité de travailler avec le président sans que on pas avoir un conflit prématuré la présidence. Et puis, dernière, il faut que son Premier ministre qui ait une capacité de discuter avec les partenaires du pouvoir législatif. Donc, pour moi-même, c'est 5 grandes caractéristiques à vous garder et nous allons regarder qui monde que le président pensait qui remplit le profil ça. Donc, rapport avec le Parlement, la paix essentielle, tout? Absolument, parce que nous sommes un système semi-parlementaire, Parlement a un bon rôle pour jouer, mais il faut définir tout et qui rôle. Est-ce que c'est le rôle traditionnel que nous qui se passe pendant 10 ans et que est en anglais pay to play, avait dit que si vous pas payer moi pas marcher avec vous. Si c'est système ça que vous pas servir avec lui nous toucher avait dit que minimum ressources que l'état gagne pral pas passer dans les parlementaires sont pas résoudre problèmes socio-économiques peuple là. Mais si son partenariat politique pour la gouvernance pour délivrer pour population son bagage est bon ni pour parlement ni pour pouvoir exécutif. La permet que parlementaires aient des résultats et délivrer pour la population, c'est ça qui permet que les élections viennent encore carré. Mais si ce système paye tout play là, allez dire m'a paye pour boula avec moi, eh bien 3 carrés sous l'État va passer dans ça et la va mener à l'instabilité politique côté ni pouvoir législatif ni pouvoir exécutif qui menace. Alors, Stanley Lucas, justement sur la question toujours de la stabilité, et qui comportement selon vous pensez que un parti qui pas fait et qui pas dans le secteur Jovenel Moïse Antadoué gagné, notamment pendant les 100 premiers jours? Bon, moi je pense que leader politique qui perd l'élection, yo gagné un ensemble de bagages pour yo faire si vous voulez gagner chance gagner dans la prochaine élection. Premier bagage là, faut faire une retraite interne pour garder, pour que ça peuple n'a pas voté pour eux le 20 novembre et le 29 janvier. Là, au final, identifier 8, 9 ou 10 raisons qui font perdu, il y a des réformes internes dans l'organisation politique par eux et pour y le faire. En général, réforme ça, c'est changer le leadership organisation politique là,
Parce qu'en général, dans toute parti politique à travers le monde, debout perdu, il faut changer le leadership là. Deuxième bagaille là, c'est construire une nouvelle vision économique, sociale et politique pour la société. Et troisième bagaille là, c'est ça une opposition constructive. Ça veut dire que chaque fois Jovenel Moïse et administration là font bagaille, ou même leur monter sur radio, leur arriver devant la population, on parle en série de côté, ou dit, si c'était vous-même en tant que parti, en tant que leader, mais qui ont appelé bien. Et si vous faites ça pendant 4 ans, pendant 5 ans, et que Jovenel Moïse pas réussi, laisse ça aucune possibilité de tourner en alternative. Si Jovenel Moïse délivré, lui mettons en position pour une bonne compétition politique, l'élection vide. Mais si c'est le même comportement, que négocier bien pendant 5 ans, bloqué, faire violence, vous monter, vous faites comment c'est perdre l'élection. Donc, selon même secteur qui dit que pour le travail pour faire échec à Jovenel Moïse, c'est pas la bonne formule. Bon, population, baïnek ça au carnet le 20 novembre et le 29 janvier, parce que nèg yo nan violence, parce que nèg yo représenté, yo ba une perception de blocage, et c'est qu'on communique d'où les pays a pas marché, nèg yo bien mené. Leur besoin de pouvoir, faut qu'on connecte à la population. Pour connecter à la population, pour la population ouais que ou une vision ou un plan capacité bien net et bien net petit li. Leur prend monsieur anarcho-populiste k'ap boule caoutchouc dans la rue, k'ap craser vite machine, k'ap attaquer magasin moun, c'est peuple là qui nèg yo vle kembe dans misère. Et moun qui t'a vle vinn investir dans pays d'Haïti pour créer travail, les regarder sur télévision l'autre bord de l'eau, y a li journal l'autre bord de l'eau, ou bien les accents des radios à l'étranger, yo ouais qui s'écraser brisé, moun qui gen l'argent pas vinn investir dans pays d'Haïti. Si pas gen investissement, pas gen création d'emploi. Un pays tant que la Chine qui retire 500 millions moun dans misère, c'est avec étrangers qui viennent investir dans le pays qui fait que les Chinois ont réussi à retirer 500 millions de monde dans la misère en 20 ans. Donc pour moi-même, en approbabilité, il y a 2 options. Première option, continuer à faire violence des autres, craser, briser, ils fait commencer à perdre l'élection. Deuxième option, faire réforme que vous devez faire. Venir avec une vision, avec un plan pour améliorer les conditions de vie du peuple là, peut-être le peuple là qui a une chance. Mais son élu que le président élu en Jovenel Moïse parlait de livrer quand même diriger un rassembleur. Mais quelle attitude, selon même, que le tas doit gagner par rapport justement au secteur perdu, pas d'arrogance, etc. Donc, selon même, quelle attitude Jovenel Moïse doit afficher le livrer ce pouvoir-là à partir de mardi? Bon, son bon bagage que le président élu a livré travail avec tout le monde pour faire société à marcher. Et par rapport à tout problème que nous avons, qui fait nous des cabouettes là au niveau mondial, ou qui gens qui a amélioré les conditions de vie peuple là, créer une situation pour un progrès économique et social. Bon, bien entendu, l'organe élection dans toute démocratie, c'est avec allié au co-diriger. Pour y a, si monsieur décide que il va ouvrir porte de moun en face, il doit profiter d'expérience 5 ans qui sont passés. Est-ce que l'ouvrir porte dans le style El Rancho, dans le style accord qui était fait en 2012 avec religion de la paix, pour permettre une série de monde qui en face viennent entrer, et là où viennent entrer, ça fait personnel yo, pendant qu'il y a ces classes qui pouvoir en place là, ou bien est-ce que sont une série de monde qui viennent par contribution pour retirer le peuple là dans la misère qu'il va vivre en 2017. Parce que, bon, bah, qui est clair pour nous que nous connaissons déjà. Croissance économique là, négative en 2017. Nous connaissons, nous perdu 3 milliards de dollars américains. Nous connaissons que la situation économique là, pour 12 mois de 2017 là, il va être difficile. Donc, ça veut dire que tout le monde qui va rentrer dans l'État et qui va travailler dans l'État, que Jovenel Moïse va le nommer, il faut que moun sa yo représente une philosophie qui chita sous, bat de l'eau pour faire bien. C'est qu'on saura gérer l'État. Parce qu'il n'y a pas de grand pile ressources disponibles en 2017. Et c'est pour ça que je dis, quel est moun nan face, quel est moun qui parlementaire, si c'est politique pay to play, faut me payer pour qu'on fasse une série de bagailles, payer à tout en 2017. Mais si c'est pour une gouvernance qui est basée sur la population en service et rendement, ça sont bon bagailles que lui. Nous pral bien 6 mois pour nous déterminer dans quelle direction ce bagaille yo pral. Alors, Jovenel Moïse, président, lui a toujours dit que l'IP a le corriger, l'a innové. Bon, moi-même, souvelé en matière d'innovation, son bagage qui a l'important. Par exemple, dans un domaine que nous avons besoin de pile innovation, c'est dans le domaine restructuration, aide internationale là et diplomatique. Dans le domaine que nous avons besoin d'innovation, c'est au niveau économique. Qui gens pour nous dynamiser l'économie pays d'Haïti?
qui 3 ou 4 secteurs qui permettent de faire un rendement pour satisfaire la population. Bien entendu, il a servi à expérience Michel Martelly pour qui côté que gagné qui ça pour mériter pour corriger. Bon, bien entendu, monsieur gagne tout des redevances par rapport à président Martelly qui t'a fait confiance et qui t'a choisi comme président. Donc, bon balance que monsieur Pral Kembe entre ça pour qui méritait pour corriger et loyauté par rapport à un président qui a assez vision pour te en lit un monde qui était un président et qui effectivement vient président. Dans ce sens ça, M. Doué Martelly. Alors, concernant les politiques étrangères, et qui genre, selon même nouveau président élu, tu as de travail en termes de politique étrangère, notamment par rapport à les États-Unis, où c'est la grande inconnue, et tout le monde a parlé de comportement, de façon d'administration Trump, jeudi là. Bon, et au niveau diplomatique, bon, réforme en profondeur qui est nécessaire. Parce que diplomatie, pour qui ça là? L'île là, en diplomatie, il y a des objectifs qu'elle définit. En fonction des objectifs qu'il a définis, il faut le conseil de personnel pour la chercher intérêt à elle. L'offre, ensemble d'ambassadeurs que nous gagnons, diplomates que nous gagnons, au niveau de l'évaluation qu'il fait, près de 70% pas qu'à faire travail là. Pour y a comment pour faire une diplomatie ineffective. Conseil d'ambassadeur d'ailleurs, il ne pas prendre l'ordre dans les autorités haïtiennes, c'est dans les autorités étrangères qui prend l'ordre. Il n'y a pas avoir une diplomatie qui fonctionne comme ça. Dans l'ambassadeur, c'est le pays qui a baillé. Il ne pas travailler pour défendre l'intérêt du pays. C'est comment pour nous avoir une diplomatie qui défend les intérêts nationaux. On bagaille que les Dominicains fait bien. Les Dominicains tellement fait bien que je ne dis pas un changement dans la politique américaine, côté de une balance des États-Unis entre Haïti et la République dominicaine. Je ne dis à cause de l'agressivité diplomatique dominicaine, ils ont penché en faveur de Dominicains. Et même le secteur privé américain, par exemple, regardez deal Goldman Sachs, là, c'est 3,3 milliards de dollars qu'a investi en République dominicaine. On ne peut pas jouer dans le niveau ça. Donc, il faut que, au niveau stratégique et au niveau tactique, il y a des bagages que nous définissons pour nous connaître dans 5 ans qu'à venir, qui type de diplomatie à qui monde, personnel qui compétent et capable là, qui Jean pour Kembel. Si il y a des parlementaires qui veulent moun pa yo en dans diplomatie, ou pas de problème à ça. Mais faut que moun que parlementaire a recommandé, faut que son moun qui a capacité pour faire travail là. Ou pas qu'à prendre cuisinier ou mettre le consul. Pareil, ça inacceptable. Par exemple, moi-même, les m'entré dans la mission New York, là, m'garder, moi, j'ai cuisinier qui consul et vice-consul. Dans aucun pays du monde, on va pas faire bail comme ça. Donc, pareil, ça doit changer. Alors, par rapport à l'administration de Donald Trump, qui ça a fait selon même le président élu Jovenel Moïse? Au niveau républicain qui est au pouvoir, il y a 2 axes. Il y a un axe congrès américain qui détermine qui côté l'argent pour aller, qui sont l'argent pour aller, et il y a un pouvoir exécutif là à travers président NSC, qui c'est National Security Council, et département d'État, secrétaire d'État pour les affaires politiques, assistant secrétaire d'État pour Amérique latine et Caraïbes, et coordonnateur et souverain d'Haïti et dans le bureau ça. Donc, faut que vous-même, en tant que gouvernement, faut qu'on les acteurs politiques de Washington, mais même, heureusement, pour on qui était ici depuis longtemps, et comme moi, je travaille souverain dans l'Institut républicain international, bon paquet de monde que me connaît. Il faut qu'on ensemble de sensibilité parti républicain, faut qu'on court en Donald Trump là, qui ça qui représente lui, et establishment parti républicain, qui ça qui représente là dans le Congrès, et priorité Donald Trump dans la région, qui ça le pralier, c'est ça qui va le permettre de déterminer qui gens pour joindre Michou et qui politique qui définit. Nous avons un document qui est préparé sur ça, même pour partager la monde, son document très bientôt, probablement, qui n'a partagé à président Elia et ensemble de monde souverain qui prend le chita sous politique de sécurité nationale. Parce que politique de sécurité nationale là, il y a un aspect interne, il y a un aspect externe, et dans l'aspect externe, il y a ça la diplomatie haïtienne. Alors justement, par rapport à l'administration Trump, décision qu'a pris en termes d'immigration, etc., grand pile préoccupation, bon côté communauté haïtienne. Qui sont qu'à dire sur ça, Stanley Lucas? Bon, des décrets que Trump prend, pas gain aucun effet sur le monde qui n'a pas pour le moment.
Et fait que le gain, c'est pour Haïtiens qui fait crime aux États-Unis, ils va le déporter avec un pile accélération. Ça veut dire que le gouvernement président Jovenel Moïse là, doit commencer à faire réunion entre ministre des Affaires étrangères qu'il va le nommer, ministre de l'Intérieur qu'il va le nommer, ministre de la Justice qu'il va le nommer, avec direction des affaires judiciaires de la police nationale pour mettre une structure pour laisser commencer à arriver, pour contingent, pour gérer, pour pas augmenter la sécurité. Deuxième aspect dans la question, c'est TPS là. TPS là, pour le finir dans le mois de mai, son bagage que moi-même personnellement, moi t'ai goumé pour 80 000 Haïtiens qui étaient illégaux aux États-Unis. Moi t'ai goumé pour faire au bail sur les TPS là qui permettent de travailler et voyager. Là, a expiré dans le mois de mai. Pas de goumé pour comprendre, on pas qu'être tout le monde qui des goumé tout pour se faire arriver ici aux États-Unis. Donc, jeudi, avait dit pendant le mois de février, mois de mars et mois d'avril, une série de travail que nous devons faire en tant que communauté qui vit aux États-Unis, avec 32 élus haïtiano-américains et l'autre secteur, et avec contact nous-mêmes que nous gagnons en dans Congrès, dans le mi-temps républicain ou dans le mi-temps démocrate, et en dans Maison Blanche là, à travers Trump, pour garantir que les mois de mai arrivent pour le signer. Si des matchs ça pas fait, ou cas ouais que mois de mai arrivé, pas renouvelé, 70 000 moun illégal, donc là ça a tout en danger. Donc bon travail qui doit être fait pour mois de février, mars et avril. En même temps tout au niveau de la migration, nous bon travail tout pour nous faire au niveau interne. À cause de cyclone Mathieu qui fait dégâts pour 3 milliards de dollars américains, paysans yo perdent jardin, yo perdent caillou, yo perdent poule, cabrit, cochon, bœuf et latrier. Et même si pied coco et pied avocat, pied lame véritable, pied mango qui te connaît d'eux et Mathieu pote aller. Donc bon phénomène capable de développer là dans 8 mois capable de venir. Migration de ville de province ça yo qui gagne misère là-dedans vers Port-au-Prince, migration moun k'ap monter dans direction Port-au-Prince pour augmenter de 900%. Moun capable sortir de pays pour aller à l'étranger pour augmenter de 600%. Donc faut déjà une politique de prévention dans niveau ça. Alors, Stanley Lucas, concernant mon haïtien qui commet des crimes aux États-Unis, qui menacé par déportation, est-ce que vous avez idée côté chiffres, combien de monde nous a dit comme ça, qui menacé par. Bon, pour criminels qui menacent de déportation, ils représentent à peu près 4 000. 4 000 à travers différents États? Yeah, parce que ils font une sorte de tableau qui montre que 5 pays qui ont plus criminels dans le pays d'Haïti. Haïti sous l'Islam et nombre d'Haïtiens qui ont un problème criminel aux États-Unis représentent 4 000. Donc ça veut dire que faut qu'Haïti attende que capable de déporter 4 000 ressortissants en raison de décision. Selon le décret qui prend, faut accélérer rapidement la déportation de étrangers qui sont criminels dans le système là. Donc je vous dis, est-ce que vous commencez avec Haïtiens ou pas, pas connaître, mais on va qui certain c'est qu'il vient sous nous. Donc et faut nous gagner des structures que nous mettons au niveau national pour garantir que les ça commence à faire moun sa comme criminel capable débarquer dans pays a pas augmenter phénomène d'insécurité. Est-ce que vous croyez que sur le plan diplomatique Haïti est capable de jouer et travailler avec l'administration Trump là pour peut-être retarder l'échéance là ou bien pour ne pas voir tout le monde se retourner un seul coup en Haïti? Bon, ça va dépendre. Bon, faut qu'on ait que diplomatie que nous gagnons dans Washington n'est pas effective du tout. Et pendant 5 ans qui sont passés à l'IPAC a aidé à structurer l'aide des États-Unis vers Haïti pour l'efficace et garantir que l'argent américain lié à la priorité président de la République, là, ça va être fait. Et bon paquet de scandales qui fait au niveau sous l'aide internationale à Haïti, on n'a pas parlé de ça. Et bon déconnexion sur les diplomatie nous et les communautés haïtiennes aux États-Unis. Et moi, je pense que il y a une pile correction nécessaire. Donc, si nous voulons continuer comme ça, nous allons payer plus de pour casser, puis devant. Je dis à Américains, nous à peu près 150 millions de dollars américains par année. 98% de l'argent, ça, c'est ONG qui a fait gagote dans le pays d'Haïti. Je dis à une priorité dans le pays qui a une misère comme ça, qui n'a pas de ressources, pour que nous restructurions l'aide internationale là, pour nous garantir que l'argent qui est au ban nous, eh bien, moun k'ap gouverne le pays d'Haïti, yo un minimum de moyens dans main pour faire peuple résultat. Parce que m'abdou franchement, sous un gouvernement qui monte à pas un minimum de ressources dans la restructuration aide internationale là, dans 18 mois nèg yo pral nan courir.
Alors, merci beaucoup, Stanley Lucas, de précision ça concernant le dossier d'Haïti, le dossier donc des États-Unis d'Amérique. Nous sommes très contents de parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, c'est moi pour remercier nous. Et moi-même, moi inviter tout jeunes, continuer la discussion politique là. Nous-mêmes, tout ça nous parler de là, nous mettons des documents pour eux. Jeunes qui veulent consulter les documents, ils doivent faire de côté. Sous compte Twitter, nous, @StanleyLucas01, ou bien @StanleyLucas01, ou bien sous page Facebook, nous, ou bien Google Stanley Lucas, il y a besoin sous les pages et websites, nous, côté nous, bon paquet de documents et analyses que nous mettons à la disposition. Nous espérons que les gens qui tapent de là, prennent nos bagages, bon Dieu, de nous, qui est là. Encore une fois, merci beaucoup. Au revoir. Ici s'achève l'émission Enjeu. Merci d'avoir suivi. On a eu deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, M. Bernard Crane, coordonnateur du Forum économique du secteur privé, et M. Stanley Lucas, analyste politique. La reprise de cette émission est à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeu sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeu avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.